La Bourgogne, en cet automne de l'an 1975, offrait au monde le visage de l'éternité française. Les vignes, courant en rangs ordonnés sur les collines douces de la Côte d'Or, s'étaient parées de teintes d'or et de pourpre, prêtes à livrer leurs dernières richesses avant le sommeil de l'hiver. L'air, vif et pur, portait en lui le parfum complexe de la terre humide, des feuilles mortes et surtout du vin nouveau fermentant dans les caves séculaires qui perforent le sous-sol de la région comme un gigantesque gruyère. C'est dans ce décor immuable, ce cœur battant de la France viticole, que se dressait le domaine Beaufort, une institution aussi respectée que les hospices de Beaune, aussi solide que les pierres de l'abbaye de Cluny. À sa tête, Claude Beaufort, un homme d'une 60aine d'années, incarnait à la perfection la figure du patriarche bourguignon. Grand, le dos droit malgré le poids des ans, le visage buriné par le soleil et le vent, il possédait une autorité naturelle que nul n'aurait songé à contester. Ses cheveux argentés, coupés courts, et son regard d'un bleu pénétrant lui conféraient une distinction presque aristocratique. Il était la 4e génération de Beaufort à cultiver ses terres, et sous sa gouverne, le domaine avait atteint un prestige inégalé. On disait de lui qu'il ne parlait pas au vin, mais que le vin lui parlait, lui murmurant les secrets du terroir, du climat et du temps. Claude Beaufort n'était pas seulement un vigneron, il était la mémoire vivante de son coin de pays, une pierre angulaire de la communauté. Mécène généreux, il finançait la restauration de la petite église du village, offrait des bourses aux enfants les plus méritants et ne manquait jamais une occasion de soutenir les artisans locaux. Il était le gardien des traditions, un homme qui croyait fermement que l'avenir ne pouvait se construire qu'en honorant le passé. Et dans le passé de la famille Beaufort, il y avait un joyau, une épopée qui transcendait la simple histoire d'un domaine viticole pour toucher à la grande histoire de France, celle de la Résistance. Le fleuron de cette épopée, l'emblème de cet héritage héroïque, se trouvait dans chaque bouteille de la cuvée de la Libération. C'était le vin le plus célèbre du domaine, pas nécessairement le plus complexe ou le plus cher, mais celui qui portait en lui le plus de sens. La légende que Claude Beaufort se plaisait à raconter avec une fierté empreinte d'une solennelle émotion voulait que cette cuvée spéciale ait été créée par son père, Jean Beaufort, le jour même de la libération de leur village en septembre 1944. L'étiquette, dessinée à la hâte par le patriarche sur un coin de nappe, représentait les silhouettes sombres de maquisards, fusil à l'épaule, se découpant sur un lever de soleil. C'était un hommage vibrant, un toast éternel à la liberté retrouvée. Chaque année, à la mi-novembre, Claude Beaufort organisait une somptueuse réception en l'honneur des anciens combattants et des vétérans de la Résistance. C'était l'événement social et mémoriel de la région. Le grand salon du château familial, avec ses boiseries sombres, ses tapisseries flamandes et le portrait imposant de son père trônant au-dessus de la cheminée monumentale, accueillait alors les héros d'hier. Des hommes et des femmes, aux visages marqués par le temps, portant fièrement leurs médailles sur des vestons usés, se retrouvaient dans une atmosphère de franche camaraderie. Les rires fusaient, les souvenirs étaient échangés, et la cuvée de la Libération coulait à flot, servie généreusement dans de fins verres de cristal. Au point culminant de la soirée, Claude Beaufort se levait, son verre à la main. Un silence respectueux s'installait, seulement troublé par le crépitement du feu de cheminée. Sa voix, grave et chaude, emplissait la pièce. « Mes amis, mes chers compagnons, héros de notre France !» commençait-il invariablement, nous voici une fois de plus réunis pour ne pas oublier le courage de ceux qui ont dit non à la barbarie, pour ne pas oublier le sacrifice de ceux qui sont tombés pour que nous puissions, aujourd'hui, lever nos verres en hommes libres. Son regard balayait l'assemblée, s'arrêtant sur chaque visage ridé, sur chaque regard embué. Il poursuivait, son discours poli par des années de répétition, mais toujours aussi efficace. Mon père Jean, que beaucoup d'entre vous ont connu, était de ces hommes-là. Un homme simple, un homme de la terre, mais dont le cœur battait pour la France. Il disait toujours que nos caves, ces profondes entrailles de la Bourgogne, n'étaient pas seulement faites pour abriter le vin. Elles étaient un refuge, un sanctuaire. Et là, il entamait la partie la plus attendue de son récit.
Il racontait avec une précision de dramaturge comment le domaine Beaufort était devenu une plaque tournante de la résistance locale. Comment, sous le nez des patrouilles allemandes, son père avait caché dans les galeries les plus profondes du domaine des dizaines de résistants, des familles juives et même des aviateurs alliés dont les forteresses volantes avaient été abattues au-dessus de la France occupée. « Je me souviens encore », disait-il, sa voix se faisant plus confidente, comme s'il partageait un secret intime. « J'étais un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence. La peur me tenaillait le ventre, mais quand je voyais le calme et la détermination de mon père, quand je descendais avec lui au cœur de la nuit, une lanterne à la main pour apporter du pain et du vin à ces hommes courageux qui se terraient dans le froid et l'humidité. Alors la peur laissait place à la fierté d'être un Beaufort, la fierté d'être français. Il décrivait les tunnels secrets, les murs à double fond, les astuces pour déjouer les inspections de la Wehrmacht ou les descentes de la milice. Il parlait de ces aviateurs américains et britanniques, jeunes, blonds, ne parlant pas un mot de français, à qui son père apprenait quelques mots de patois pour leur survie. Chaque détail semblait gravé dans sa mémoire, chaque anecdote sonnait juste. L'Assemblée buvait ses paroles, émue. Pour eux, Claude Beaufort n'était pas seulement l'héritier d'un domaine viticole, il était l'héritier d'une conscience, le dépositaire d'une flamme sacrée. Quand il levait enfin son verre en s'écriant « À la France, aux héros de la libération !» un tonnerre d'applaudissements et de santé lui répondait, et les verres s'entrechoquaient dans un joyeux carillon. Personne, dans ce salon baigné d'une lumière chaude et de respect mutuel, n'aurait pu imaginer la nature odieuse du mensonge qui se cachait derrière cette façade impeccable. Personne ne pouvait deviner que la cuvée de la Libération, ce vin rouge sang au goût de victoire, avait en réalité l'arrière-goût amer de la plus abjecte des trahisons. Car la réalité, enfouie plus profondément que les caves les plus secrètes du domaine, était d'une toute autre nature. Une réalité glaciale et sordide qui remontait à ces mêmes années sombres de l'occupation. Retour en arrière, année 1942. La France est coupée en deux, mais l'ombre de l'occupant s'étend partout, pesante et anxiogène. En Bourgogne, la vie continue en apparence. Les vignes sont taillées, le raisin est récolté, le vin est mis en fût. Mais rien n'est plus comme avant. Les réquisitions, le marché noir, la peur des dénonciations et la présence constante des uniformes Feldgros ont empoisonné le quotidien. Jean Beaufort, le père de Claude, est bien l'homme que son fils décrira 30 ans plus tard. Un patriote taiseux, pétri de valeurs républicaines et d'un amour viscéral pour sa terre. Pour lui, la défaite de 1940 n'est qu'un accident, une honte passagère que le peuple français se doit de laver. Sans faire de grands discours, il entre naturellement en résistance. Sa connaissance parfaite du terrain, le dédale de ses caves et sa réputation d'homme droit en font un point d'appui essentiel pour le maquis naissant. Oui, Jean Beaufort cache des hommes. Il fournit des vivres, transmet des messages, aide les évadés à franchir la ligne de démarcation. Il le fait avec une discrétion de paysan, avec un courage tranquille qui n'attend ni reconnaissance ni médaille. Il risque sa vie, celle de sa famille et son domaine, simplement parce que c'est la chose juste à faire. Son fils Claude a alors 18 ans. C'est un jeune homme intelligent, mais rongé par une ambition qui dépasse de loin son courage. Là où son père ne voit que le devoir, Claude voit le danger. La guerre, pour lui, n'est pas une question d'honneur, mais un jeu de pouvoir dont il observe les forces en présence avec un pragmatisme glaçant. Et en 1942, la puissance du Reich allemand lui semble écrasante, inébranlable. Les Alliés enchaînent les défaites, la résistance n'est qu'un embryon fragile, et collaborer semble, à beaucoup, le choix de la raison. Claude n'est pas un idéologue. Le nazisme ne l'attire pas, il est simplement lâche et opportuniste. Il voit son père prendre des risques insensés pour des inconnus, mettre en péril l'héritage de plusieurs générations pour une cause qui lui paraît perdue d'avance. Il voit aussi les avantages dont jouissent ceux qui savent s'accommoder de la présence allemande. Tandis que le domaine de son père est soumis à de lourdes réquisitions, d'autres vignerons, plus conciliants,
obtiennent des laissez-passer, du carburant et surtout de très lucratifs contrats pour fournir en vin les messes des officiers de la Wehrmacht et les cercles de la commandanture locale. L'idée fait son chemin dans son esprit tortueux. Il ne s'agit pas de trahir la France, se persuade-t-il, mais de protéger le domaine, de survivre et si possible de prospérer. Le point de bascule se produit lors d'une foire au vin à Dijon. Le jeune Claude, qui a un talent certain pour les langues et baragouine un allemand appris à l'école, se fait remarquer par un officier de la Wehrmacht, le Hauptmann Erich Richter. Richter n'est pas une brute de la Gestapo. C'est un homme cultivé, issu d'une famille de la bourgeoisie rhénane, amateur de bonne chair et de grands crus. Il est chargé de l'approvisionnement pour l'état-major local. Il discute avec Claude, loue la qualité des vins du domaine Beaufort et glisse, l'air de rien, qu'il est dommage que de si bonnes bouteilles soient gaspillées par des réquisitions aveugles, alors qu'elles pourraient être appréciées à leur juste valeur par des connaisseurs. Claude comprend le message à demi-mot. Une relation discrète s'établit. Au début, les échanges sont anodins. Claude fournit quelques caisses du meilleur millésime oublié dans l'inventaire officiel. En retour, le Hauptmann Richter s'assure que les inspections au domaine Beaufort soient moins tatillonnes. Puis, la demande de Richter se fait plus précise. Il n'est pas dupe. Il sait que la région grouille de terroristes, comme il les appelle. Il sait que les grandes propriétés viticoles, avec leurs caves labyrinthiques, sont des cachettes idéales. « Votre père est un homme respecté, Herr Beaufort », lui dit-il un soir lors d'une rencontre secrète dans une auberge de la campagne. Un peu trop idéaliste peut-être. La guerre sera bientôt finie, l'Europe sera unifiée sous une nouvelle bannière, il y aura des gagnants et des perdants. De quel côté voulez-vous que votre famille se trouve ? Claude, le cœur battant, sent le piège, et l'opportunité se refermer sur lui. Il commence par donner des informations vagues. Des rumeurs entendues au village. Des noms de fermes réputées pour être des nids de rouge. Richter le remercie. Et quelques jours plus tard, le domaine Beaufort reçoit une commande exceptionnelle pour le mess des officiers de toute la garnison, payés en marques à un taux très avantageux. L'engrenage est enclenché. Le jeune homme vient de vendre son âme pour quelques barriques. Pendant près de 2 ans, de 1942 à l'aube de 1944, Claude mène une double vie terrifiante. Le jour, il est le fils dévoué qui aide son père dans ses activités patriotiques, saluant avec une déférence feinte les résistants cachés dans ses caves. La nuit, il retrouve le Hauptmann Richter et lui livre bribe par bribe ce qu'il a vu et entendu. Il apprend à compartimenter sa conscience. Les informations qu'il donne sont, selon lui, partielles. Il ne livre jamais tout un réseau, juste assez pour satisfaire son contact allemand et assurer la prospérité du domaine. Il se voit comme un stratège habile, naviguant dans les eaux troubles de l'occupation alors qu'il n'est qu'un vulgaire informateur. Son père Jean ne se doute de rien. Il voit son fils s'investir dans le commerce, obtenir des contrats inespérés et met cela sur le compte de son sens des affaires, se félicitant que Claude au moins assure l'avenir matériel de la famille pendant que lui se consacre à la patrie. Puis vient le début de l'année 1944. Le vent de la guerre tourne. Le débarquement en Normandie est imminent, la pression de la résistance s'accentue et la nervosité des troupes d'occupation est à son comble. La Gestapo et la milice intensifient leur traque impitoyable. Le Hauptmann Richter devient plus exigeant, plus menaçant. Il ne se contente plus de rumeurs. Il veut du concret, une prise importante. Il met la pression sur Claude, lui rappelant que la protection dont il bénéficie a un prix et que la suspicion de double jeu, dans un camp comme dans l'autre, se paie par une balle dans la nuque. C'est à ce moment-là qu'un groupe particulièrement important trouve refuge dans les caves du domaine Beaufort. Il est composé de 5 maquisards aguerris, chargés de préparer des sabotages sur la ligne de chemin de fer Dijon-Lyon et de 2 aviateurs américains. Le pilote, le lieutenant Michael Mike O'Connell, un jeune homme de Boston au sourire éclatant, et son opérateur radio, le sergent James Jimmy Davison, originaire du Texas, plus réservé et taciturne. Leur bombardier B-17 a été abattu au-dessus du Jura et ils ont été pris en charge par une filière d'évasion.
Ils ne doivent rester que quelques jours, le temps d'organiser leur passage vers la Suisse. Claude les voit, il entend les plans que son père discute à voix basse avec le chef du réseau. Il voit la confiance dans les yeux de ces hommes. Il voit surtout en eux l'occasion parfaite de donner à Richter ce qu'il attend. Une prise spectaculaire qui le mettra définitivement à l'abri, quoi qu'il arrive. La lâcheté, depuis longtemps muée en un cynisme froid, prend sa décision finale. Il ne s'agit plus de protéger le domaine, mais de sauver sa propre peau. Il se persuade que le sacrifice de ces 7 hommes est un mal nécessaire. Il contacte Richter. Il lui donne tout, le nombre d'hommes, leur armement, leur mission et, surtout, le plan d'exfiltration prévu pour 2 nuits plus tard. Mais il ne se contente pas de dénoncer. Poussant l'ignominie à son paroxysme, il propose de jouer un rôle actif pour s'assurer que le piège soit infaillible. La veille de l'évasion supposée, Claude descend dans la cave où le groupe est caché. Il a l'air grave, préoccupé. Il explique, dans un anglais hésitant appris avec les Américains, que le plan initial a été compromis. Un milicien aurait été vu rôdant près du point de rendez-vous. Mais, ajoute-t-il, il a une solution. Une nouvelle route, plus sûre, par une vieille grange abandonnée à la lisière de la forêt. Il se propose de les guider lui-même. Le chef du groupe de maquisards est méfiant, mais Jean Beaufort, prévenu par son fils, se porte garant. Comment pourrait-il douter de sa propre chair, de son propre sang? La confiance du père scelle le destin des 7 hommes. Le lieutenant O'Connell, reconnaissant, serre la main de Claude avec chaleur. « We won't forget this, Claude. You're a real hero. » Nous n'oublierons pas ça, Claude. Vous êtes un vrai héros. La nuit suivante est glaciale et sans lune. Claude guide le petit groupe à travers les vignes, le long de chemins creux qu'il connaît par cœur. Le silence n'est rompu que par le bruit de leurs pas prudents et le ululement lointain d'une chouette. Ils arrivent en vue de la grange, silhouette sombre se découpant sur un ciel d'encre. Claude leur fait signe de s'arrêter. « Attendez-moi ici, je vais vérifier que tout est sûr. » Il s'avance seul vers la grange, disparaît dans l'obscurité, et ne revient pas. Les hommes attendent, le doute commençant à s'insinuer dans leurs esprits. 5 minutes, 10 minutes. Soudain, l'enfer se déchaîne. Des projecteurs surpuissants s'allument, les aveuglant. Des cris en allemand fusent de toutes parts. « Endur !» Le crépitement sec des mitraillettes déchire la nuit. Les maquisards tentent de riposter, mais ils sont pris au piège, fauchés avant même d'avoir pu comprendre. Les 2 Américains, seulement armés de pistolets, sont rapidement encerclés et maîtrisés. Depuis une position en retrait, caché derrière un muret avec le Hauptmann Richter, Claude Beaufort observe la scène. Il ne ressent rien, ni remords, ni pitié. Juste le soulagement glacial d'un animal qui vient d'échapper à un prédateur en lui jetant une autre proie. Les prisonniers sont emmenés au siège de la Gestapo. Les maquisards sont exécutés sur le champ. Les 2 Américains, en tant que militaires, sont considérés comme des espions et des terroristes. Ils sont torturés pendant plusieurs jours dans l'espoir de leur faire avouer les secrets des filières d'évasion. Ils ne parleront pas. Au matin du 5e jour, ils sont conduits dans la cour de la prison et fusillés. Jean Beaufort est dévasté. Il apprend la nouvelle de l'embuscade par les rares survivants du réseau. La version officielle est celle d'une malheureuse coïncidence, une patrouille allemande tombée sur le groupe par hasard. Claude joue à la perfection le rôle du fils éploré, du survivant miraculé, racontant comment il a réussi à s'échapper de justesse. Son père, aveuglé par la douleur et l'amour paternel, le croit. Il ne saura jamais que l'architecte du massacre de ses amis et protégés est son propre fils. Il s'éteindra en 1952, le cœur brisé mais l'esprit en paix, persuadé d'avoir élevé un fils digne de lui. La guerre terminée, la libération célébrée, Claude Beaufort, l'héritier unique, se retrouve à la tête d'un domaine prospère et d'une histoire familiale à réécrire. Le souvenir de la trahison, loin de le hanter, devient le matériau brut de sa future légende. Il comprend vite tout le parti qu'il peut tirer du passé héroïque, mais discret, de son père. Il s'approprie ses faits d'armes, les embellit, les dramatise. Il invente de toutes pièces son propre rôle de jeune résistant courageux. La création de la cuvée de la Libération est son coup de génie.
C'est l'acte fondateur de sa nouvelle identité. Chaque bouteille vendue, chaque verre levé, chaque discours prononcé est une pierre de plus ajoutée au mausolée de son mensonge. Il transforme le sang des martyrs en or liquide, la trahison en récit édifiant. Au fil des ans, sa version de l'histoire devient l'histoire. Les témoins directs ont disparu, morts au combat, déportés ou simplement dispersés par la vie. Il ne reste que lui, le gardien de la flamme, le conteur magnifique. Et il est doué. Si doué que personne, en 30 ans, n'a jamais remis sa parole en question. En cet automne 1975, Claude Beaufort est au sommet de sa gloire. Il est la conscience morale de la région, un monument intouchable. Il se promène dans ses vignobles, contemplant le paysage paisible, et sourit. Le passé est mort et enterré, scellé pour l'éternité dans le silence de la terre. Il se sent invincible. Mais il y a une chose que Claude Beaufort a oubliée, une chose que tous les traîtres et tous les tyrans oublient, c'est que la terre, parfois, a de la mémoire, et que les caves les plus profondes, les plus sombres, ne gardent pas éternellement les secrets qu'on leur confie. Quelques jours après la grande réception annuelle, un projet de longue date est mis en œuvre au domaine. La cave la plus ancienne, la cave des fondateurs, une galerie humide et tortueuse datant du XVIIe siècle, doit être rénovée. Une partie est restée murée depuis la guerre, jugée trop instable. Claude a décidé de la réhabiliter pour y stocker ses millésimes les plus précieux. Une petite équipe d'ouvriers du village est à l'œuvre. Parmi eux, un jeune maçon nommé Luc, dont le père, ancien du maquis, était l'un des invités fidèles de Claude Beaufort. Luc attaque à la masse un vieux mur de briques qui sonne creux. Les briques, liées par un mortier fatigué, cèdent facilement. Derrière une petite alcôve, sombre et poussiéreuse. Elle est vide, à l'exception d'un objet posé à même le sol en terre battue. Ce n'est pas une de ces vieilles pièces d'or que les légendes locales promettent aux chercheurs de trésors. C'est une simple bouteille de vin, vide. Le genre de bouteille que l'on trouve par milliers dans la région. Mais celle-ci est étrange. Elle est scellée non pas par un bouchon de liège, mais par une épaisse couche de cire coulée à la hâte. Et à l'intérieur, flottant dans un fond de liquide brunâtre, on distingue non pas la lie d'un vin ancien, mais un petit morceau de tissu roulé sur lui-même. Intrigué, Luc prend la bouteille. Elle est légère. Il la secoue doucement. Le petit rouleau de tissu heurte le verre avec un son mat. Avec précaution, il brise le goulot à l'aide de sa truelle. Il récupère le tissu. C'est un mouchoir, jauni et taché par le temps. Il le déplie délicatement. Sur la toile fine, quelques lignes ont été tracées au crayon, d'une écriture nerveuse mais lisible, en anglais. Luc, qui a quelques notions, déchiffre les premiers mots, puis appelle son contremaître. Ensemble, dans la lumière blafarde d'une baladeuse de chantier, ils lisent le message venu d'outre-tombe. Le dernier testament d'un homme qui attendait la mort. Sergeant James Davison, U.S. Army Air Force. February 1944. We were betrayed by the vigneron's son, Claude. He spoke German with the officer. He promised us an escape and brought the Gestapo. Avenge us. Sergeant James Davison, Armée de l'air des États-Unis. Février 1944. Nous avons été trahis par le fils du vigneron, Claude. Il parlait allemand avec l'officier. Il nous a promis une évasion et a amené la Gestapo. Vengez-nous. Un silence de mort tombe dans la cave. Le bruit des pioches et des marteaux s'est arrêté. L'air frais qui s'engouffre par la brèche du mur semble soudain glacial, porteur d'un écho venu d'il y a plus de 30 ans. Luc, le fils du résistant, serre le mouchoir dans sa main calleuse. Il regarde autour de lui, les voûtes de pierre qui ont tout vu, tout entendu. Il lève les yeux vers le plafond, comme s'il pouvait voir, à travers les mètres de terre et de roche, le château où Claude Beaufort, le grand homme, le héros local, est probablement en train de déguster un verre de sa fameuse cuvée de la Libération. À cet instant précis, le passé n'est plus mort. Il vient de refaire surface et il a le visage hideux d'un secret qui refuse de le rester. La justice, patiente et implacable, vient de frapper à la porte de la cave. Le silence qui s'abattit sur la cave des fondateurs n'était pas seulement une absence de bruit. C'était une présence, une chape de plomb chargée du poids de 30 et une année d'un secret monstrueux.
Luc, le jeune maçon, tenait le mouchoir jauni entre ses doigts comme s'il s'agissait d'une relique maudite. Les quelques phrases griffonnées au crayon de charpentier n'étaient pas de l'encre sur du tissu. C'était un cri, une voix spectrale qui avait traversé les décennies depuis le fond d'une cellule de la Gestapo pour venir hanter le présent. Le fils du vigneron, Claude. Les mots tournaient en boucle dans l'esprit de Luc. Claude Beaufort. Le patriarche, le bienfaiteur, l'homme dont son propre père, décédé 5 ans plus tôt, parlait avec un respect teinté d'admiration. Chaque année, son père revenait de la réception du domaine Beaufort, le cœur réchauffé, l'âme revigorée par les discours vibrants de cet homme qui semblait porter en lui toute la mémoire héroïque de la région. Et tout cela n'aurait été qu'une mascarade, une mise en scène macabre orchestrée sur la tombe de véritables héros. L'idée était si vertigineuse, si obscène qu'elle défiait l'entendement. Mais le message était là, tangible, l'écriture d'un homme qui se savait condamné, la précision des détails. Il parlait allemand avec l'officier. Il nous a promis une évasion et a amené la Gestapo. C'était la chronique d'une trahison froide et méticuleuse. Le contremaître, un homme du pays, massif et pragmatique, posa une main sur l'épaule de Luc. Son visage était blême. « Qu'est-ce qu'on fait de ça, gamin ?» La question était lourde de sens. Aller voir Monsieur Beaufort ? Impensable. Si l'accusation était vraie, c'était signer son propre arrêt de mort sociale et peut-être plus. L'homme était trop puissant, trop aimé. Il les ferait passer pour des affabulateurs, des ivrognes ou des maîtres chanteurs. Détruire la note ? L'enterrer à nouveau ? C'eût été se rendre complice, trahir à son tour la dernière volonté du sergent James Davison. C'eût été cracher sur la mémoire de son propre père et de tous ses compagnons. « On va à la gendarmerie », dit Luc d'une voix ferme qui le surprit lui-même. C'était la seule réponse possible, la seule digne. La République, pour laquelle son père s'était battu, avait des institutions. La justice en était une. C'était à elle de faire la lumière, aussi aveuglante et douloureuse fût-elle. Enveloppant précieusement le mouchoir dans un chiffon propre, ils quittèrent le chantier, laissant la cave éventrée baignée dans une pénombre soudainement hostile. Le trajet jusqu'à la brigade de gendarmerie du chef-lieu de canton leur parut interminable. Le soleil d'automne qui dorait les vignobles semblait indécent, la beauté paisible du paysage un mensonge. Le capitaine Alain Dubois, commandant de la compagnie de gendarmerie, était un homme d'une 40aine d'années, natif de la région mais ayant fait ses classes loin de la Bourgogne. Il n'était pas de la génération de la guerre, mais il avait été élevé par un père qui, lui, avait connu les camps de travail en Allemagne. Il portait en lui un respect profond, presque sacré, pour la période de l'occupation et pour ceux qui s'étaient dressés contre elle. C'était un enquêteur méthodique, cartésien, peu enclin aux histoires fantaisistes. Quand les deux ouvriers, visiblement mal à l'aise dans son bureau qui sentait la cire et le papier, déroulèrent leur récit et lui présentèrent la pièce à conviction, son premier réflexe fut le scepticisme. Une histoire pareille, 30 ans après les faits, sortie d'un mur, cela ressemblait au scénario d'un roman de gare. Il examina le mouchoir, le manipulant avec des pinces, sous le regard anxieux de Luc et de son patron. Pourtant, quelque chose dans la sincérité brute des deux hommes et dans la nature même de l'objet le retint de classer l'affaire. Il y avait une solennité tragique dans ces quelques mots tracés au crayon. Il remercia les deux hommes, leur fit jurer le secret le plus absolu. Pour votre sécurité et pour celle de l'enquête, si enquête il y a, et les congédia. Seul dans son bureau, alors que la lumière du jour déclinait, Dubois contempla à nouveau le message. Claude Beaufort. Il connaissait l'homme de réputation, bien sûr. Un notable, un pilier de la société locale, l'incarnation vivante de l'honneur et du patriotisme. L'accusé de trahison relevait du sacrilège. Si l'enquête était lancée et qu'elle se révélait être une fausse piste, sa carrière serait brisée. Mais si c'était vrai, alors il avait entre les mains la mèche d'une bombe qui pouvait faire exploser toute la mémoire collective de la région. Sa conscience professionnelle et son héritage familial lui dictèrent sa conduite. Il ne pouvait pas ignorer cet appel venu du passé. L'enquête serait menée. Mais elle serait secrète, non officielle dans un premier temps, conduite avec une discrétion de Sioux.
La première étape fut d'authentifier le message. Dubois fit appel à un laboratoire de la Gendarmerie nationale à Paris. L'analyse fut confiée aux meilleurs experts. Le processus, long et méticuleux, dura plusieurs semaines. Les résultats revinrent, sous double enveloppe scellée, un matin de décembre. Ils étaient sans appel. Le tissu du mouchoir était d'origine américaine, de type militaire, courant dans les pactages de l'US Army Air Force entre 1940 et 1945. Les résidus de graphite du crayon correspondaient à des fabrications de l'époque. Plus troublant encore, des analyses microscopiques révélèrent des traces infinitésimales de mortier à base de chaux compatibles avec les matériaux de construction utilisés dans les vieilles caves bourguignonnes, ainsi que des traces de sang humain séché du groupe A positif. Enfin, les graphologues, bien que prudents en l'absence de documents de comparaison, conclurent que l'écriture nerveuse et pressée était compatible avec celle d'un homme écrivant dans des conditions de stress extrême et que rien ne laissait supposer une contrefaçon moderne. Le mouchoir n'était pas un faux, c'était un véritable message écrit dans la terreur, il y a plus de 30 ans. Pour le capitaine Dubois, le doute venait de se transformer en une quasi-certitude. Il venait d'entendre, par-delà la mort, la voix du sergent Davison. L'étape suivante le conduisit dans le silence poussiéreux des archives départementales. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il passa des jours entiers, sous le prétexte d'une recherche historique sur la gendarmerie pendant l'occupation, à éplucher des centaines de rapports, de procès-verbaux, de mains courantes datant de l'année 1944. Et il finit par trouver, dans un carton portant la mention « Affaires non élucidées, 1944 », un dossier jauni attira son attention. Il concernait une embuscade survenue près d'une grange abandonnée dans la nuit du 23 au 24 février 1944. Le rapport, rédigé par un maréchal des logis de l'époque, était laconique. Suite à une dénonciation anonyme, les autorités allemandes avaient intercepté un groupe de terroristes. Le bilan faisait état de 5 Français tués au combat et de 2 aviateurs alliés capturés. Les noms des maquisards étaient listés. Puis ceux des Américains, lieutenant Michael O'Connell et sergent James Davison. Dubois sentit un frisson le parcourir. Le nom était là, noir sur blanc. Le rapport précisait que les 2 Américains avaient été remis à la Gestapo de Dijon pour interrogatoire et que, selon des informations ultérieures non confirmées, ils auraient été exécutés quelques jours plus tard. L'affaire avait été classée après la Libération, faute d'éléments nouveaux, noyés parmi des centaines d'autres drames similaires. Mais un détail frappa l'œil de l'enquêteur aguerri. Une note en marge, ajoutée à l'encre violette quelques mois après les faits par un gendarme zélé, un survivant du réseau local mentionne que l'opération d'évasion était guidée par le jeune Claude B, fils du propriétaire du domaine où le groupe était caché. Le jeune B prétend avoir échappé de justesse à l'embuscade. Version plausible, mais aucune vérification possible. Claude B, la version plausible. 30 ans durant, elle l'était restée. Mais éclairée par la lumière funèbre du message du sergent Davison, elle devenait soudain monstrueuse. Le survivant miraculé se transformait en architecte du massacre. L'enquête, jusqu'alors officieuse, devint une priorité absolue. Dubois obtint de ses supérieurs, non sans difficulté, et en ne dévoilant qu'une partie de ses soupçons, l'autorisation de poursuivre au niveau international. Le message mentionnait un officier allemand. C'était la clé de voûte de tout l'édifice. Le retrouver, s'il était encore en vie, était impératif. Les archives militaires françaises et les dossiers de la dénazification conservés par les Alliés furent consultés. Le travail fut titanesque. Mais en recoupant les informations sur les unités de la Wehrmacht stationnées en Bourgogne en 1944, un nom commença à émerger. Hauptmann Erich Richter. Officier de l'intendance, responsable des approvisionnements pour l'état-major de Dijon, amateur de vin selon plusieurs témoignages d'après-guerre. Et surtout, son nom apparaissait sur plusieurs bons de commande exceptionnels passés au domaine Beaufort entre 1943 et 1944. Le lien était établi. Il était ténu, circonstanciel, mais il existait.
Dubois transmit une commission rogatoire internationale aux autorités ouest-allemandes, via Interpol. La procédure était lourde, mais la mention de crimes de guerre potentiels accéléra les choses. La justice allemande, soucieuse de solder les derniers comptes du nazisme, coopéra pleinement. L'attente dura 2 mois. 2 mois pendant lesquels Dubois rongea son frein, craignant que sa piste ne s'évanouisse dans les limbes de l'histoire. Puis, un matin de février 1976, un téléx crépita sur le bureau du capitaine. La réponse était arrivée de Munich. Erich Richter avait été retrouvé. Âgé de 70 ans, il vivait une retraite paisible dans une villa cossue au bord du lac de Starnberg, en Bavière. Il n'avait jamais été inquiété après la guerre, son rôle dans l'intendance l'ayant tenu à l'écart des crimes les plus directs du régime. Il était aujourd'hui un respectable grand-père, ancien directeur d'une florissante société d'import-export. Le capitaine Dubois s'envola pour Munich la semaine suivante, accompagné d'un inspecteur de la police criminelle bavaroise. La confrontation eut lieu dans un salon bourgeois, lambrissé de chênes clairs, avec vue sur le lac gelé. Erich Richter était un vieil homme élégant, aux cheveux blancs et au maintien impeccable. Il les accueillit avec une courtoisie glaciale, flanquée de son avocat. Il commença par tout nier en bloc. La résistance? Des terroristes? Les exécutions? Les affaires de la Gestapo, pas de la Wehrmacht. Il ne se souvenait que vaguement d'un domaine Beaufort, un fournisseur parmi d'autres. Dubois, calme, posa sur la table une photographie du mouchoir. Il laissa Richter la regarder, puis il commença son récit. Il parla du mur abattu, de la bouteille, du message. Il parla des archives, du rapport d'embuscade. Il cita les noms des 5 maquisards et des 2 Américains. Puis il sortit les copies des bons de commande signés de la main de Richter, ces commandes qui coïncidaient étrangement avec des vagues d'arrestations dans la région. Le visage du vieil homme se figea. Sa superbe commença à se fissurer. Dubois sentit que le moment était venu de porter l'estocade. « Herr Richter », dit-il d'une voix posée mais tranchante. Le sergent Davison et le lieutenant O'Connell étaient des militaires en uniforme. Leur exécution sommaire après torture constitue un crime de guerre, un crime imprescriptible. La justice française pourrait demander votre extradition, ou bien vous pouvez nous aider. Nous ne cherchons pas à juger un officier de la Wehrmacht 70 ans. Nous cherchons à juger un traître français, un seul nom, un seul témoignage, et votre passé vous laissera en paix. Un long silence s'installa, seulement troublé par le tic-tac d'une horloge de parquet. Richter regarda ses mains, puis le lac au dehors. 30 ans de paix, de respectabilité, de confort bourgeois étaient en jeu. Face à cela, la mémoire d'un jeune informateur français arriviste ne pesait pas lourd. L'instinct de survie, le même qui l'avait guidé pendant la débâcle, reprit le dessus. Il commença à parler. D'une voix monocorde, presque détachée, il raconta. Il raconta le jeune Claude Beaufort, ambitieux et effrayé. Les premières informations échangées contre quelques faveurs, l'engrenage, la pression qu'il avait mise sur lui au début de 1944, et enfin la dénonciation du groupe, l'organisation du piège. Il confirma chaque détail du message de Davison. Oui, Claude leur avait promis une évasion. Oui, c'est lui qui les avait conduits droit dans la souricière. Il était intelligent, conclut Richter, avec une pointe de mépris rétrospectif. Mais il n'avait pas d'honneur. Il voulait le beurre et l'argent du beurre. Survivre et s'enrichir. Je lui ai donné ce qu'il voulait. En échange, il m'a donné 7 hommes. C'était le tarif de la guerre. Le capitaine Dubois avait son témoin. Le piège, cette fois, n'était pas pour des résistants dans une grange, mais pour un notable dans son château. La boucle était sur le point de se refermer. La mi-novembre de l'an 1976 arriva, et avec elle, la traditionnelle réception en l'honneur des anciens combattants au domaine Beaufort. Rien n'avait changé. La même splendeur, la même atmosphère de ferveur patriotique. Claude Beaufort, plus majestueux que jamais dans son costume impeccable, accueillait ses invités avec une chaleur et une déférence qui semblaient venir du cœur. Les vétérans, moins nombreux chaque année, le visage creusé par le temps, étaient heureux de se retrouver, de se souvenir, de célébrer. Dans les cuisines, les sommeliers débouchaient avec cérémonie les bouteilles de la cuvée de la Libération.
Le vin rouge sang emplit les carafes, prêt à être servi en hommage aux héros. Le capitaine Dubois avait choisi son moment avec un sens aigu de la mise en scène et de la justice immanente. L'arrestation ne serait pas une simple procédure. Elle serait un acte symbolique, une restauration de la vérité historique devant ceux-là même qui avaient été floués pendant 30 ans. Vers 22 heures, au point culminant de la soirée, Claude Beaufort se leva, son verre de cuvée de la Libération à la main. Le silence se fit. Le feu crépitait dans l'âtre, projetant des ombres dansantes sur le portrait de son père, Jean Beaufort, le vrai patriote. « Mes amis, mes chers compagnons, héros de notre France !» commença-t-il, sa voix grave, en plissant la pièce. C'est à cet instant que les grandes portes du salon s'ouvrirent en silence. Le capitaine Dubois entra, encadré par 4 gendarmes en grande tenue. Ils avancèrent sans un bruit sur l'épais tapis, se positionnant de manière à bloquer toute issue. Un murmure d'étonnement parcourut l'assemblée. Beaufort, interrompu au milieu de sa phrase, se tourna, d'abord irrité par cette intrusion, puis intrigué. Il ne reconnut pas Dubois. Le capitaine s'avança jusqu'au centre de la pièce. Son regard croisa celui de Beaufort. D'une voix claire, qui portait sans effort jusqu'au fond du salon, il parla. « Veuillez m'excuser de troubler cette cérémonie. Je suis le capitaine Dubois, de la Gendarmerie nationale. » Il marqua une pause, laissant le poids de sa présence s'installer. « Nous sommes ici ce soir pour rendre un hommage tardif à de véritables héros de la Libération. 5 résistants français, Jean-Pierre Moulin, Roger Faure, André Petit, Georges Lamy et Pierre Simon, et 2 militaires alliés, le lieutenant Michael O'Connell et le sergent James Davison de l'armée de l'air des États-Unis. À l'énoncé de ces noms, un frisson parcourut l'échine de quelques anciens qui se souvenaient du drame de la Grange. Claude Beaufort, lui, devint livide. Son verre trembla imperceptiblement dans sa main. Ces 7 hommes, poursuivit Dubois, sa voix se faisant plus dure, ont été assassinés en février 1944, non pas par le hasard d'une patrouille, mais parce qu'ils ont été livrés à la Gestapo, trahis par l'homme qui devait les guider vers la liberté. Les yeux de tous les invités étaient désormais fixés sur Beaufort, dont le visage se décomposait. Le masque du patriarche se fissurait, révélant la face grimaçante du lâche. Pendant 30 ans, ce traître a bâti sa fortune et sa réputation sur le sang de ses martyrs. Il a usurpé l'honneur de son propre père. Il a fait de sa trahison une légende héroïque et du vin de sa honte un symbole de libération. Le capitaine Dubois fit un pas de plus vers Claude Beaufort, qui semblait pétrifié. La justice a la mémoire longue, même les caves les plus profondes ne peuvent garder un secret éternellement. Puis, alors que Beaufort ouvrait la bouche pour protester, balbutiant des mots incohérents, Dubois prononça la sentence, nette et implacable comme le claquement d'une trappe de potence. Claude Beaufort, au nom de la République française, je vous arrête pour trahison et complicité dans l'assassinat de membres de la résistance et de militaires alliés en temps de guerre. Le verre de cuvée de la Libération glissa des doigts de Beaufort et s'écrasa sur le parquet dans un bruit cristallin. Une flaque rouge sang s'étala sur le bois ciré, comme une ultime et terrible confession. L'homme s'effondra sur lui-même, non pas comme un chêne qu'on abat, mais comme une poupée de chiffon dont on aurait coupé les fils. Les vétérans, d'abord frappés de stupeur, comprirent. Sur leurs visages se lisait le choc, l'incrédulité, puis une immense vague de dégoût et de colère froide. Leur héros, leur porte-drapeau, n'était qu'un Judas. L'homme qu'ils avaient applaudi pendant 30 ans était celui qui avait envoyé leur camarade à la mort. Alors que 2 gendarmes relevés, sans ménagement, ce qui n'était plus qu'une épave, et lui passèrent les menottes, un vieil homme, une barrette de médaille sur la poitrine, s'approcha et cracha sur le sol, à quelques centimètres de la flaque de vin. Ce fut le seul commentaire. Le plus éloquent. La chute de Claude Beaufort fut aussi spectaculaire que son ascension avait été frauduleuse. Son arrestation, au milieu même du temple qu'il avait érigé à sa fausse gloire, devint un symbole retentissant. Le symbole que la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, finit toujours par remonter à la surface. Et que pour certaines tâches, même les meilleurs vins de Bourgogne ne sauraient jamais les laver.
La cuvée de la trahison avait enfin révélé son arrière-goût insoutenable, celui de la justice, servie froide, mais servie enfin,